Bienvenue sur Budget Chéri, le podcast de tous ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur argent, aligner leurs dépenses avec leurs objectifs de vie et en finir avec le gaspillage financier et les excuses. Je m'appelle Delphine Pinon, je ne suis ni banquière ni comptable et pourtant j'ai réussi à économiser plusieurs milliers d'euros en un an avec ma méthode, donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Avant de commencer, je voulais vous annoncer que j'ai lancé vendredi dernier, 1er mai, une formation en ligne. C'est un programme de 5 semaines pour apprendre à épargner sans s'en rendre compte et sans se priver et concrétiser plus rapidement ses projets de vie. En plus de la formation vidéo en 5 semaines, en rejoignant le groupe, vous bénéficiez d'un bilan financier personnalisé, de l'accès exclusif aux webinaires mensuels que j'organise, de l'accès à un groupe WhatsApp lui aussi privé, et de la participation à des sessions collectives d'entraide 2 fois par mois. Si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur le site que vous connaissez maintenant, budget-chéri.com. La formation a une rubrique qui lui est entièrement dédiée. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose une plongée rarissime dans l'univers du sport de haut niveau. Sport et argent, c'est le thème de l'épisode pour lequel j'ai eu le plaisir d'échanger avec Raphaël Poulain, ancien rugbyman professionnel au début des années 2000. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de discuter pognon avec un ancien sportif professionnel qui accepte de tout raconter sans filtre, combien il a gagné, combien il gagne aujourd'hui, ce qu'il a fait de tout son argent, de tout l'argent qu'il a gagné pendant sa carrière et qu'est-ce qu'il fait avec son argent depuis. Ce que font les rugbyman, mais aussi les footballeurs professionnels de leur argent, c'est probablement l'objet de beaucoup de nos fantasmes, mais aussi l'objet de beaucoup de mépris de la part de la plupart des gens. Bref, c'est un sujet qui polarise, mais qui ne laisse certainement pas indifférent. Raphaël, lui, a connu la gloire des stades, des calendriers, la notoriété médiatique, les fêtes, les nanas, l'argent et le confort matériel. Mais il a aussi connu le chômage, l'escroquerie, le RSA et la dépression après la fin de sa carrière. En réécoutant l'épisode pour faire le montage, j'ai réalisé à quel point le sujet central, mais néanmoins sous-jacent de l'épisode, est celui de la maturité. Que se passe-t-il quand on mêle argent et immaturité, ou argent et jeunesse dans son cas ? C'est un cocktail explosif que Raphaël résume avec ses mots à lui dans son livre. C'est l'histoire d'un gamin dans un corps de grand. Pendant près d'1 heure et demie, on a exploré ensemble ces différentes questions. À quoi ressemble la vie d'un gamin immature qui gagne beaucoup d'argent ? Est-ce qu'il se rendait compte à l'époque qu'il était le cliché du sportif mâle de haut niveau ? Qu'en est-il du mérite à gagner de l'argent en courant sur un terrain ? L'argent a-t-il changé sa relation aux autres ? Avait-il conscience que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain ? Et comment s'y est-il préparé ? Comment se reconstruit-on physiquement, psychologiquement et financièrement après sa carrière ? Et que fait-il aujourd'hui, 12 ans après l'arrêt de sa carrière justement ? L'épisode a été enregistré en plein confinement, comme vous le comprendrez. La qualité est malheureusement moins bonne que d'habitude à cause d'un problème technique, mais à culpa, c'est entièrement ma faute. Vous entendrez peut-être parfois quelques échos notamment. Et j'ai dû de ce fait-là, faire quelques choix de montage qui enlèvent un peu l'aspect conversationnel de notre échange. J'espère que la plupart d'entre vous ne se rendront compte de rien, mais je préfère quand même prévenir. En tout cas, lui, le message de Raphaël, quant à lui, est absolument limpide et percutant et j'espère que vous le recevrez comme moi je l'ai reçu. Je vous laisse donc en notre compagnie à tous les deux. Bonne écoute. Salut Raphaël. Salut. Écoute, je suis enchantée de te recevoir dans le podcast. C'est un sujet que j'avais envie de traiter, le sujet du sport et de l'argent que j'avais envie de traiter depuis un moment. Et puis, alors, beaucoup de gens ne te connaissent pas. Il y en a qui te connaissent, il y en a qui ne te connaissent pas. Il faut être fan de rugby de longue date pour te connaître. Donc, je vais te présenter brièvement. Tu as été rugbyman professionnel de tes 18 à tes 28 ans. C'était au tout début des années 2000. Ouais. C'est bien ça. Tu es né en 1980, donc si je ne me trompe pas, tu devrais fêter tes 40 printemps cet été. Exactement. Marié, 2 enfants, 2 jeunes enfants. Ouais.
Et puis alors moi je t'ai découvert grâce à un autre podcasteur qui s'appelle Barthélémy Fent, qui a un podcast qui s'appelle Extraterrien et qui parle des sportifs de l'ombre, on va dire ça. Donc il reçoit des sportifs de l'ombre et c'est comme ça que je t'ai découvert. Et puis grâce à Barthélémy aussi, j'ai découvert le livre que tu as publié. Alors c'était en 2017-2018, En je sais 2013. plus. Waouh. 2011, pardon, Je- même je- 2011. Oui, 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 2011. On parle bien de quand j'étais Superman. Exactement. Donc, ouais, ça date. Ok, je pensais pas que c'était il y a autant de temps que ça. Donc, c'est un livre dans lequel tu racontes toute une partie de ta vie, en fait, les années rugby. Ouais, Tu le racontes sans filtre, quoi. exactement. Oui, 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 j'étais à une volonté de ma part de mettre sur papier et un peu à l'extérieur tout ce que j'avais vécu parce que j'ai eu pas mal de pépins physiques, pas mal de blessures, une grosse notoriété très éphémère et très rapide, beaucoup d'argent et on va en parler. Et puis la sortie de ma carrière, mis à la retraite en même temps que mon père à 25 ans, et puis des questions existentielles qui sont arrivées après. Donc j'ai couché ça sur papier et on a eu l'occasion avec Thomas Saint-Tourin de travailler ensemble pour sortir ce bouquin qui s'est plutôt bien vendu. Donc c'est pas, je pense pas que ce soit vraiment une biographie de sportif, mais c'est plus l'histoire d'un gamin dans un corps de grand qui vit des moments extraordinaires et très difficiles et voilà, qui en est sorti, grandi certes en 2010 à la fin du bouquin et surtout aujourd'hui. Donc c'est un petit voyage initiatique, ouais. Alors, justement, ton histoire, c'est celle d'un gamin picard qui grandit à la campagne, qui aime le rugby, mais qui vit pas enfin, tu vis pas du tout dans le mythe du rugby, quoi. C'est finalement un monde, en tout cas le rugby pro, que t'es pas comme tous ces gamins qui connaissent le truc par cœur, qui ne pensent qu'à ça et qui rêvent absolument de faire ça, quoi. Toi, t'aimes le rugby, et puis tu te fais repérer, c'est quasiment un hasard, en fait, j'ai envie de dire. Ouais, je fais un tournoi en Belgique, j'ai 17 ans et il y a un mec du stade français qui appelle les sélectionneurs du stade et qui disent il y a un mec pas mal à Beauvais, faudrait que vous l'essayiez ou au moins lui faire faire des tests. Donc je suis arrivé à 18 ans la veille de passer mon bac sur le terrain à Jambouin, j'ai fait des détections et puis l'entraîneur est venu me voir à la fin et me dit écoute on te prend avec ou sans le bac. Donc la machine était lancée. C'est vrai que moi petit, je ne rêvais pas d'être rugbyman professionnel. Enfin, le rugby est devenu professionnel en 1995, donc début des années 2000. On est en 98-99. Je suis pas originaire d'un petit village du sud-ouest de la France, pour être un peu dans les clichés. Et voilà, je rêve d'être motard dans la police et pas du tout d'être rugbyman. Mais ça m'est tombé un peu dessus parce que j'avais un gros gabarit, un gabarit hors norme. J'allais très très vite. Donc le Stade Français a beaucoup misé sur mon physique et la machine s'est lancée très très rapidement. Mais c'est vrai que c'était pas un rêve de gosse que de devenir sportif professionnel. Ouais. Du coup, tellement rapidement que donc tu as ton bac, à 18 ans, tu débarques à Paris. Ouais. Et il va s'en suivre. On approfondira un petit peu toute la chronologie de cette histoire, évidemment. Mais en gros, il s'ensuit une petite dizaine d'années de carrière, alors un peu en dents de scie, hein. Mhm. Tu le disais, en fait, pendant ces 10 années, t'es trop jeune, trop gamin, pas assez mature et tu vis des choses qui finalement te dépassent entre toutes les blessures que tu accumules au cours de ta carrière et puis ce jeune de 18 ans qui découvre la vie d'adulte, mais pas vraiment parce que c'est pas la vie d'adulte de n'importe qui, c'est quand même un petit peu particulier. Finalement, c'est ça que tu as vécu pendant ces 10 années-là, quoi. Oui, ça m'est tombé dessus et tout était très très rapide. Et c'est vrai que c'est pas le cursus normal d'un mec qui part de chez ses parents et qui débarque à Paris et qui va faire des études et qui va galérer un peu financièrement pour pouvoir se payer ses études et puis ensuite trouver un boulot. Moi, à 18 ans, je fais des détections, je fais une année où je suis surclassé et je vis un truc absolument extraordinaire. Bernard Laporte, qui était entraîneur du Stade Français à l'époque, me dit avec 100 kilos, je serai le meilleur, donc je prends 8 kilos de muscle en un an sans me doper. Et parce que je crois en lui, c'est ma nouvelle figure tutélaire, ma figure paternelle, ma nouvelle figure paternelle, je dirais à Paris. Donc on joue cette finale avec une équipe de malades. Bernard Laporte est dans les tribunes et il me dit j'ai un mental d'enfer, un physique d'acier. Il veut me faire signer un contrat professionnel. Donc je suis professionnel à 19 ans et un mois. Au mois de septembre 99, je deviens professionnel et le président à l'époque était Max Gozzini. Il me dit, bah, écoute, tu vas toucher 9 000 francs. Si tu fais 5 matchs, tu vas toucher 18 000 francs. Et si tu fais encore 5 matchs, tu vas toucher 27 000 francs. Et en gros, c'est ce que mes parents touchaient à eux deux. Ma mère était assistante sociale et mon père était dessinateur industriel. Donc,
je suis lancé, je dirais, à corps perdu dans le rugby qui se découvre aussi professionnel. En plus à Paris, qui est le club phare, je dirais, en France, parce que ça révolutionne avec les pom-pom girls, avec les calendriers. Et moi, je suis quelqu'un d'excessif à ce moment-là. J'ai 19-20 ans. Et je plonge à corps perdu dans le rugby, dans la muscu, dans les entraînements, mais aussi dans les soirées, dans les bringues. Donc je deviens un peu un cliché de sportif à 20 ans avec les bagnoles de sport, les nanas autour et puis l'argent. Et tout va très très vite. Sauf que j'ai toujours réussi à garder les pieds sur terre parce que j'avais un socle familial important et puis des amis qui aussi faisaient des études, donc qui étaient dans une vie normale. Et donc j'ai pu garder les pieds sur terre. Mais je me suis quand même bien envolé. Ouais. On va aller un peu plus en détail sur cette histoire parce qu'il y a vraiment des moments qui sont intéressants. Il y a alors quand tu débarques à Paris, t'es logé dans un hôtel Ouais. et alors j'ai pris toutes ces anecdotes dans ton livre hein, et tu racontes que le petit-déj est à 100 francs, donc en faisant un petit calcul, on est à peu près à 20 euros le petit-déj, Mhm. donc faut s'imaginer. Et il y a un vrai choc en plus. Alors déjà, t'es pas encore pro à l'époque, hein, t'es au centre de formation du coup quand tu débarques, mais assez rapidement tu découvres les sponsors, les voyages avec les équipes, le club qui te trouve un appart. D'ailleurs, je sais pas trop si c'est toi qui payes ou c'est eux qui payent, mais bref, en tout cas, c'est un peu on s'occupe de tout pour toi, quoi. Donc déjà le côté, tu roules pas encore sur l'or, ça va bientôt venir, mais déjà en gros, bah, ouais, enfin tout est pris en charge pour toi, quoi. Ouais, je débarque, c'est boulevard Murat, un hôtel, je sais plus, 4 ou 5 étoiles. Le lit est fait quand je rentre de l'entraînement en fin d'après-midi. Le petit-déj, comme tu l'as dit, est à 100 ou 120 francs à l'époque. Et voilà, je débarque de la petite Picardie. Alors, j'ai jamais été dans le besoin, hein. Franchement, je suis de classe moyenne, donc voilà. Mais je suis arrivé à Paris avec toutes ces lumières, tous ces spots qui s'allument au fur et à mesure. Et puis, on me lave pas le linge. Mais voilà, j'ai l'hôtel et puis du jour au lendemain, je me retrouve dans un appartement de 50 mètres carrés à côté de la place d'Italie. J'ai Adidas qui me veut non pas en égérie, mais bon, qui me file des chaussures et qui me file un petit pécule aussi tous les mois. Et tout ça à 19 ans. Et comme je dis, il n'y a pas d'éducation notoriété, il n'y a pas d'éducation de gestion d'argent. Moi, j'ai des potes qui ont fait un début de carrière complètement différent de la mienne et qui ont fait 17 ans, voire 18 ans de carrière. Moi, ça a été très rapide. Et comme je suis excessif, bah, j'ai commencé à distribuer un peu à droite, à gauche, bah, des fringues Adidas, un peu d'oseille à mon meilleur pote qui était dentiste à des études de dentaire à Montpellier. J'en filais à d'autres potes. Voilà, c'est quelque chose de, bah, je prends, je donne, et puis c'était quelque chose de très naturel. Même à ce moment-là, un moment où j'étais pas encore vraiment propulsé dans les journaux, et ça a été très rapide. Donc moi, on m'a pas appris à gérer mon argent. Enfin, mon père a tenté de m'apprendre parce qu'il était très cadré, mais comme j'ai voulu faire complètement l'inverse de mon père, bah, j'ai distribué. Et ça a été très vite là aussi, quoi. Alors c'est intéressant, avant qu'on continue sur ta carrière, qu'on parle des montants, etc. C'est intéressant que tu parles de ton père, évidemment. Euh, Par rapport à l'argent, quel est, euh, quel est l'héritage que tu as eu? Tu as grandi dans quelle classe sociale? Tes parents faisaient quoi? Et puis surtout, qu'est-ce que tu entendais à la maison? Qu'est-ce que tes parents ou tes grands-parents, tes oncles et tantes véhiculaient comme message autour de l'argent? C'est quoi que tu entendais quand tu étais chez toi, petit? Oh, ça, comme je dis, je suis un petit Picard. J'habitais dans un petit village. On avait une belle maison. Enfin, mon père a retapé une maison qu'il a achetée 200 000 francs et qui vaut aujourd'hui peut-être 500 000 euros. Il a tout retapé. Il l'a fait de lui-même, de ses propres mains, en fait. Et moi, je suis pas du tout bricoleur. En plus, il est très cadré. Il faisait ses comptes, voilà, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc, et j'ai fait l'inverse de mon père. Euh, j'ai pas de souvenir par rapport à mes grands-parents. J'ai pas de souvenir de parler véritablement d'argent dans le en famille, mais je n'ai jamais manqué de rien. Et sur le plan financier, on a toujours été dans le confort, même si mon père avait vécu une phase de chômage assez compliquée quand j'avais entre 13 et 15 ans avec mes grandes sœurs. Mais on s'en est toujours sorti et ils nous ont jamais fait véritablement ressentir la galère que eux pouvaient traverser. Donc c'est c'était très bizarre en fait c'est comme quand je me levais le matin, j'avais vu sur mon marronnier centenaire et du jour au lendemain, je me retrouve face à la Défense en fait avec vue sur l'Arche de la Défense, un cimetière, une autoroute et en fait le choc psychologique il est là aussi, c'est que je me retrouve avec on va dire 50 francs de, de par mois que mes parents me donnaient à toucher 7 000 8 000 francs.
en un an. Donc c'est une espèce de décalage entre une vie normale d'un petit gamin picard qui débarque à Paris et qui pas du tout sensibilisé à la gestion, au patrimoine et tout ça, est lancé aussi à corps perdu dans le rugby professionnel. Donc c'était j'ai pas été dans le manque, donc je pourrais pas dire que on a galéré et que c'est pour ça que j'aurais pu mettre de côté. Si j'avais senti que j'avais galéré dans mon enfance, j'aurais pu cadrer différemment. Non, c'était en fait les choses se sont faites très très naturellement et très rapidement. Donc pas eu le temps de réfléchir en fait. Mais par contre, tu disais tout à l'heure, tes parents quand même voyaient un petit peu la manière dont tu menais ta vie, etc. Ça a été une source d'inquiétude, parce que tu dis que ton père a essayé un moment de te sensibiliser, ou il y a eu ça un peu, je dirais pas leur volonté de prendre la main mise, mais quand même de te faire réfléchir, d'essayer Bien sûr, de t'amener vers autre chose, ouais. bien sûr, bien sûr. Voilà, on n'a pas encore parlé, mais j'ai quand même 6 opérations en 7 ans au Stade Français. Et je pense que quand une mère voit son fils se détruire comme ça, euh, physiquement pour appartenir au groupe, parce qu'en plus j'étais dans le déni du corps, donc j'avais vraiment besoin, et envie d'appartenir au groupe. Voilà, je jouais au Stade Français, j'étais un espèce de super héros parmi une constellation de stars. J'étais une étoile filante. Mais j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, mais je n'écoutais plus ou je n'écoutais que très rarement mes parents parce que, comme je le dis, ma figure tutélaire, ça n'était plus mon père et je débarquais à Paris, c'était Max Godini, c'était Bernard Laporte, c'était mes nouveaux entraîneurs, en fait, c'était les entraîneurs que j'avais. Donc j'écoutais moins mes parents qui, à 20 ans, 21 ans, m'ont conseillé d'aller voir un psy, mais ça me passait au-dessus de la tête. Et sur le plan financier, mon père qui était très cadré et qui faisait ses comptes, j'ai fait complètement l'inverse de lui, mais par rébellion, parce que pendant 18 ans, j'étais aussi enfermé dans mon petit village, et débarquant à Paris avec tout ce qu'on me donnait, j'ai dit, allez tous vous faire foutre, je fais ce que je veux de mon argent et de ma vie, quoi. Sauf que j'étais un gamin dans un corps de grand et que j'ai tout flambé. Mais c'était à vivre pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc ça a été une expérience très très forte. Mais c'est vrai que mes parents m'ont à la fois laissé la liberté de vivre mes expériences, mais pour eux, ça a été tout aussi traumatisant que pour moi. Moi, je m'en suis rendu compte après coup, mais eux, en tant que parents responsables, adultes, ils ont vu quand même leur gamin avec plus d'oseille à 25 ans, avec 1 mètre de cicatrice sur le corps, et des mecs aussi au niveau du rugby qui disaient ouais mais Poulain il était trop excessif et c'était de sa faute. Alors que le monde du rugby, en tout cas ceux qui étaient, je dirais, les grands quand moi j'étais un ado, euh, étaient aussi tout aussi responsables de moi à ce moment-là. Donc ça a été très difficile, en tout cas je sais pour mes parents, je dirais, de digérer le fait qu'on ait pu détruire leur fils. Alors, si on parle un peu des chiffres, justement, en fait, faut être honnête, c'est ce qui intéresse les gens, de savoir combien tu as gagné, ce que tu as eu. Alors là, on est vraiment dans le mythe, hein. Donc, ton premier contrat, tu disais 9 000 francs. Dans le livre, il y avait marqué 12 000, mais je pense qu'il y avait beaucoup d'avantages aussi. Il y avait les avantages en droit d'image aussi à côté. Mais en termes de salaire, quand je signe mon contrat, c'était 9 000, 18 000 et 27 000. Donc, en fait, tu commences à un peu moins de 2 500 € par mois. Tu as la voiture, tu as l'appartement, tu as les primes, comme tu dis, et puis tu as tous les avantages qui vont avec. D'ailleurs, tu racontes que tu vas voir en jet privé la Coupe du Monde 1999. Donc voilà, on est vraiment dans tout ça. Ça monte, ça monte. Tu gagnes jusqu'à quoi? 20, 25, 30 000 € par mois, si j'ai Ah bien... non, pas euros, francs. Oui, oui, non, j'ai plafonné. Moi, à la fin de ma carrière en 2005, j'ai plafonné je pense que j'étais à peut-être 7 000 € avec les droits 7 000 d'image. € par mois, ok, Ouais, ouais, d'accord. en fait, j'arrête en 2005 et c'est avant qu'il y ait la flambée des prix et que il y a eu les gifs, il y a eu tout ça. Donc, enfin, moi, j'arrête au moment en fait où ça flambe. Bah alors, c'est marrant que tu dis ça parce que aujourd'hui, on se dit 7 000 €, c'est pas, enfin, on est loin des dizaines de milliers d'euros, voire des millions dont on parle pour d'autres sports qui, à cette époque-là, rémunéraient bien mieux. Et pourtant, le rugby est probablement le deuxième sport le plus rémunérateur en France. Donc finalement, on est loin de ce qu'on s'imagine. Alors j'imagine qu'il y a quand même des grosses disparités, que tu avais des collègues qui devaient bien mieux gagner. Et puis, il faut corréler ça avec ce qui t'arrivait. Mhm. C'est-à-dire, t'en as déjà un peu parlé, mais tu as été quasiment toutes tes saisons blessé, je dirais, à peu près la moitié du temps, en fait. Ouais, à peu près la moitié du temps. Et c'est vrai, comme je te le disais, en fait, on se retrouve. Moi, je débute en professionnel en 99. On est à 4 ans du début du professionnalisme dans le rugby, Mm. donc les salaires étaient pas mirobolants.
tout le monde était persuadé qu'on touchait 10 fois plus que les autres à Paris, au Stade Français, ce qui était complètement faux, parce que tout le monde voulait venir à Paris. Donc Max Zozzini, notre patron, il négociait avec nous et il nous disait, ouais, mais moi j'ai 300 CV sur le bureau, donc si tu veux signer à Paris, bah, c'est pourtant. Donc on touchait même un petit peu moins que ce que d'autres touchaient peut-être à Toulouse, à Clermont ou ailleurs. Et moi, j'arrive, voilà, je débarque dans un milieu où je ne suis qu'un jeune parmi quelques jeunes, avec des mecs au-dessus de moi qui s'appellent Diego Dominguez, Christophe Dominici, David Oradou, Peter De Villiers, qui eux, voilà, sont des mecs qui sont installés. Ils ont 27, 28 ans, nous on a 19, 20 ans, 21 ans pour ce groupe Réchelle qui arrive en équipe première, mais on n'est pas sur des salaires qui ont explosé après la Coupe du Monde 2007, je dirais, en France, et qui ont surtout explosé ces dernières années avec la montée en puissance en fait des GIFs, parce qu'en fait il y a des avantages pour les clubs à faire signer des jeunes issus de la formation française. Donc là, ça a complètement explosé. On est sur des salaires à 5 chiffres, ça peut aller, je vais dire, de 15 000 à 60, 70, 80 ou même 100 000 euros pour des stars internationales venues de l'hémisphère sud ou même françaises. Donc, j'étais vraiment à la base de ces salaires. Et c'était le début du rugby pro. Donc, je me suis pas gavé non plus d'oseille. Mais j'ai vécu, comme tu le disais, des choses extraordinaires. Ce voyage où on dit à Max, on était avec Romain Froment et Pierre Rabadan, on était des jeunes. Hein, on sort d'un match joué à Grenoble et on dit à Max, t'es pas capable de nous emmener voir la finale de la Coupe du Monde à Cardiff. Et 2 jours plus tard, le jet privé de Johnny Hallyday avec Pascal Nègre et Max Godini qui nous emmènent à Cardiff en limousine, super hôtel, la finale, le champagne, et puis le lendemain après-midi, tu réatterris à Paris dans ton petit appartement et tu dis waouh, c'est un truc de fou. Et puis ton meilleur ami Luc qui est en dentiste à Montpellier, tu lui racontes et lui il a peut-être pas trop les moyens de se payer une plâtrée de pâtes. Donc c'est des choses qui vivent enfin tu vis des choses extraordinaires, donc hors de l'ordinaire, pour ensuite derrière te rendre compte que ça n'est pas la réalité, je dirais, du commun des mortels. Et pourquoi je dis commun des mortels? Parce que quand tu es sportif de haut niveau, tu es vite fait d'être mis sur un piédestal. En plus, on te déresponsabilise aussi un petit peu. Les gens te voient pour ce que tu représentes et pas ce que tu es véritablement, donc un adolescent ou en fin d'adolescence. Donc, et puis, ils te jugent aussi dès qu'il y a un excès sur ah ben si Poulain il est pas autant picolé ou s'il est pas autant dépensé dans son oseille avec les putes et tout ça. On est dans des clichés. Mais on nourrit ce cliché avec les calendriers, on nourrit ce cliché avec les voitures de sport, sauf que c'est peut-être pas comme la plupart des gens pensent qu'on vit les choses voilà dans un quotidien où bah, il faut se renouveler, il faut se remettre en question. Voilà, tu as 3 heures d'entraînement par jour, tu joues devant 10 000 personnes le week-end. Donc en fait, tu as toute cette espèce d'amalgame d'émotions, d'événements, de sentiments, de rapport aux autres, de rapport à toi-même, de rapport à tes parents et même rapport à l'argent qui est complètement sorti de la norme et sorti de l'ordinaire. Donc c'est très compliqué psychologiquement d'arriver à garder les pieds sur terre, d'avoir la tête sur les épaules et de faire une énorme carrière comme beaucoup de mes potes ont fait. Moi, j'ai explosé en vol. Et du coup, à l'époque, tu as l'impression, effectivement, tu ressens que tu es un cliché sur pattes ou tu vis ton truc et comme tu dis, j'emmerde les autres, quoi. Non, je le sais pas à l'époque parce que j'ai pas du tout le recul que j'ai aujourd'hui à 40 ans. Moi, je suis devenu un héros du quotidien parce que je change mon fils avec moins de 27 lingettes, parce que mon frigo est plein et parce que j'essaie de l'éduquer non pas comme j'ai été éduqué dans les années 80, mais avec ce que je vis aujourd'hui, des événements qu'on peut vivre autour de nous. J'avais l'impression d'être un héros à 20 ans quand même quand on te dit que t'es un dieu du stade, que tu fais les calendriers, que t'as les stades pleins, que les mecs te comparent à John Alemou. J'ai pas chopé la grosse tête, mais j'ai dû avoir des attitudes de branleur, bien sûr. Je roulais en voiture de sport à 20 ans, j'avais un piercing sur l'arcade, j'étais tatoué, j'étais blond décoloré, c'était la mode à l'époque, mais j'étais un cliché à la fois un cliché de virilité et un cliché de sportif de haut niveau. Mais aujourd'hui, j'en fais mon mea culpa, mais c'était énorme aussi de le vivre à l'époque parce que t'es au-dessus de la norme aussi, tu t'envoles, mais c'est comme Icare, hein, plus tu t'approches du soleil et plus tu te brûles. Moi, je me suis fumé complet et je suis tombé très très bas et on en parlera après. Mais à ce moment-là, t'es complètement dans le déni d'un corquillage, t'es complètement dans parce que t'as envie d'appartenir au groupe, parce que tu vis une chose extraordinaire, en plus avec des potes et tu vas à la guerre avec tes potes. Donc ça, c'est quand même très très fort et peu de personnes le vivent au quotidien, d'aller à la guerre, d'aller au combat. Enfin voilà, c'est ce que prône le rugby et c'est une réalité. C'est on fait groupe, on fait corps, on est ensemble
Et puis, ben, quand t'es blessé, ben, t'es recraché un petit peu par le groupe et puis t'essaies d'y revenir. Donc, tu t'as mal, mais t'y retournes. Voilà. Et financièrement, c'est pareil. Financièrement, j'ai craqué, j'ai lâché et j'ai aucun regret parce que tu partages, t'es dans le partage, t'es dans le don, tu donnes. Et, c'est très très fort en fait, toute cette vie de sportif, elle est très très forte au niveau des émotions. Et puis de se construire en tant qu'homme avec ses clichés de virilité, c'est d'autant plus fort quand tu le vis que quand ça s'arrête, bah, t'es vide à l'intérieur, quoi. T'es vide, t'es juste une carapace. À ce moment-là, donc toi, il y a un premier arrêt, une première retraite en fait en 2005. Et Mhm. est-ce que tu vivais avec ce sentiment que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain ou t'étais loin, quoi? Quand je pense que quand t'es sportif, t'es dans une toute puissance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de petite mort du sportif, en fait. C'est qu'il y a un moment où il faut se poser la question, c'est qu'est-ce que tu fais de ton corps quand tout s'arrête, ce corps que t'as formaté pendant des années pour répondre à des, voilà, à des exigences physiques énormes. Qu'est-ce que tu fais de tes émotions dont tu te coupes aussi parfois parce que il faut être un homme, faut être grand, faut être fort, faut être le premier, faut pas ressentir. Qu'est-ce que tu fais de ton mental aussi que t'as cadré, ce fameux grand mental de guerrier? Qu'est-ce que t'en fais quand tout s'arrête? Et qu'est-ce que tu fais de ta spiritualité? C'est-à-dire qui croit en toi et en quoi tu crois? Tout ça, personne ne t'apporte les réponses quand tout s'arrête de l'extérieur pour les supporters ou pour les gens, je dirais, normaux, qui ont une vie entre guillemets normale. Ben non, mais un sportif, ça va, son corps, ça va, il est parti avec son oseille, avec sa notoriété, il va passer à la télé, mais ça, c'est 1% de tous les sportifs qui arrêtent chaque année. Le reste des autres, des 99 autres pourcents, c'est comment on se reconstruit, comment on revit une vie normale. Quand tu passes de 7, 8 000 ou 10 000 euros par mois, ou ceux qui sont aujourd'hui s'arrêtent et sont à 25, 30 ou 35, et à qui on va dire, mais toucher 3 000 euros par mois, c'est déjà énorme dans la société dans laquelle on vit, le mec, il te rigole au nez pendant 6 mois, et après, il dit, ah ouais, va peut-être falloir revenir dans la vie normale. Donc les gens te voient comme un espèce de mythe, sauf que toi, tu dois revenir et te reconstruire et te construire avec cette petite mort, surtout dans un moment à 30-35 ans, où normalement, pour la plupart des gens, tu es dans une ascension sociale au niveau du boulot. Toi, il y a une petite mort qui arrive à 35 ans, au moment où normalement tu devrais cartonner, il faut que tu te remettes en question à tous les niveaux ou à beaucoup de niveaux pour savoir quelles sont mes compétences. J'ai plaqué, je sais pas, 200 mecs ou 300 mecs pendant ma carrière. Bah, t'en as qui en plaquent des milliers et du jour au lendemain, ma compétence c'était ça. Ben, comment j'arrive à faire le parallèle avec les compétences du monde de l'entreprise ou du monde, voilà, du monde de la vie normale. Donc c'est toutes ces questions-là en fait que la plupart des gens ne se posent pas ou se posent quand ils vivent un moment de dépression, quand ils vivent un moment aussi où il faut changer de vie, un moment de chômage. Mais le changement fait peur. Donc c'est comment on se construit et comment on se reconstruit après des phases difficiles, surtout dans la mythologie dans laquelle on est avec les sportifs et les sportifs de haut niveau, où on est hors de la norme. Donc on est un peu je dirais des déesses et des dieux vivants en fait qu'on voit à la télé et qu'on n'humanise pas. Donc nous on doit vivre avec cette image à la fois du paraître qui est un dieu vivant. Je caricature, mais c'est un peu comme ça. Et puis les gens qui du jour au lendemain te voient comme un cliché. Et tu vas prendre un peu de coke ou tu vas faire une dépression ou tu vas avoir plus d'oseille, les gens vont te dire, bah, c'est normal, il va pas être comme ci, comme ça, il a pas su gérer son oseille, on va le montrer du doigt. Et c'est un petit peu plus complexe que ça, l'être humain. Avant d'aller un petit peu plus concrètement dans l'après, dans la retraite, sur cette période, on va dire «bénie» entre guillemets, parce que c'est vrai qu'avec toutes ces blessures, c'était déjà un petit peu compliqué pour toi, mais on va dire en tout cas financièrement, ça a été les périodes la plus faste de ta vie. Mhm. Est-ce que tu as construit quelque chose financièrement? Est-ce que tu as fait des investissements? Est-ce que tu as placé ton argent? Ou est-ce que... alors, n'oublions pas qu'il y avait tes salaires, il y avait tout ce qui t'était, entre guillemets... tu avais tous les avantages en plus, etc. Et puis, il y avait tous les restos qui étaient payés, tous les voyages qui étaient payés, enfin, énormément d'avantages en plus, donc qui finalement augmentaient ton niveau de vie. Mais est-ce que tu as construit quelque chose ou est-ce que tout cet argent a été dépensé et si ça a été dépensé, dans quoi tu claquais ta thune? Bah déjà, c'est ce qui est assez marrant quand tu gagnes de l'argent, c'est plus t'en gagnes et moins tu payes. À part au niveau des impôts, et c'est tout à fait normal quand tu gagnes 7, 8 000, 10 000 ou 15 000 ou 20 000 de payer beaucoup d'impôts parce que, ben, voilà, c'est une partie, c'est aussi de participer, je dirais, à l'effort de guerre sur le plan sociétal. Donc, j'ai payé mes impôts, je suis tombé sur un conseiller financier qui m'a aussi arnaqué. J'ai tenté de faire un placement sur un appartement acheté à Toulouse sur plan où c'était une catastrophe, mais bon, je faisais ça de Paris et j'ai fait confiance à un type.
Donc là aussi, au niveau, je pense qu'au niveau de la gestion, on est quand même quelques-uns au niveau du rugby. Après, moi, je connais que ce milieu-là. Ça te fait vraiment, vraiment arnaquer parce que là, t'attires tous les crevards, tous les têtes de cons et les requins qui vont te tourner autour pour pouvoir essayer de te piquer un peu ton oseille. Moi, on m'en a piqué un petit peu, ça, j'en suis persuadé. Mais après, derrière, j'ai pas placé parce que j'avais un train de vie. Alors, je payais mon loyer, je payais ma voiture, je payais mes restos parce que c'est ce que tu disais, mais les restos étaient payés que quand tu partais avec le groupe le week-end. Hein, mais la semaine, la vie, c'est tu payes ta bouffe, tu payes tes restos. Bon, t'arrives en boîte, les sponsors sont avec toi, donc ils te payent les bouteilles, donc ça c'est plutôt cool. C'était plutôt sympa. Mais bon, je payais mes assurances, je payais ma voiture, j'avais pas de sponsor voiture. Donc j'avais quand même un train de vie qui faisait que je m'achetais un téléphone ou deux par mois, j'achetais des DVD à profusion et puis Un téléphone ou deux par mois? ouais, non mais c'est un cliché, je caricature un peu, mais c'est ça, c'est une espèce de surconsommation. T'as tout et en plus tu veux toujours plus. Voilà, c'est de l'excès. Mais un autre exemple, avec mon pote Luc, j'étais blessé un été. Je lui ai dit bon, on fait quoi? On était place de la Comédie à Montpellier. J'ai tourné la tête. Il y avait une agence de voyage. On est rentrés tous les deux. Il avait pas son passeport. Donc j'ai dit bon, on fait quoi? Et on est parti. Je lui ai payé une semaine à Corfou et c'était magique et c'était énorme. Et donc c'est le genre d'événement en fait que quand tu vis une vie normale, ben tu prévois quand tu es étudiant 3 ans auparavant pour pouvoir partir avec tes potes te faire un voyage à Corfou. Nous on l'a fait sur un coup de tête en un quart d'heure, on avait les billets et on partait la semaine d'après. Donc c'est des exemples, mais c'est ce que tu peux te permettre justement quand t'as aussi de l'argent et c'est aussi d'en profiter. Et tout le monde te jette la pierre quand t'en profites et tout le monde ferait la même chose. Alors je dis pas la même chose, mais en profiterait à sa manière. Ça me paraît logique. Mais moi, à la différence de beaucoup de mes potes aussi qui ont fait carrière, une grosse carrière, c'est que je n'ai pas su gérer mon argent. Je n'ai pas de regrets aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais comme ça. Je donnais et c'était magique. Moi, je suis dans le don, voilà, ça me fait plaisir de donner et c'était fort en fait. C'était fort parce que il y a eu aussi une forme de culpabilité de se dire en fait que cet argent m'appartient pas parce que je suis pas rugbyman professionnel et je me disais pas que j'étais rugbyman professionnel. Je disais moi je joue au rugby. Donc j'avais l'impression de ne pas mériter cet argent vu que j'étais aussi blessé très souvent. Donc j'avais l'impression de devoir dépenser cet argent plutôt que de capitaliser et puis de toute façon capitaliser pour moi je aujourd'hui j'apprends ce que ça veut dire mais à l'époque, c'était compliqué. Moi, capitaliser, j'en avais rien à foutre. Moi, j'étais là, je profitais avec mes potes, je faisais croquer mes potes, et j'avais ma bagnole de sport, et je roulais à 200, et puis je faisais un plein avec 200 kilomètres, et puis voilà, et puis j'étais complètement déconnecté de la réalité, de la galère que j'aurais pu vivre si j'avais été étudiant. Ça n'a pas été mon cas, donc j'en ai profité. C'est marrant ce que tu dis, l'idée de je méritais pas, peut-être aussi, alors tu dis déjà parce que tu étais blessé et peut-être aussi parce que il y a cette idée que pour mériter de l'argent, il faut le gagner durement. Alors que toi, tu faisais quelque chose qui te faisait kiffer. Donc il y a cette idée que je suis payée à faire un truc qui me fait kiffer. Alors en plus, je suis blessée et je suis payée quand même. Et j'ai une chance incroyable par rapport aux autres. Et du coup, c'est un peu cet argent qui te brûle les doigts, quoi, que tu peux pas garder pour un peu toutes ces raisons. Évidemment que j'imagine à l'époque, t'en as pas du tout conscience, quoi. Mais ouais, et puis quand je me suis arrêté, j'ai entendu des supporters, j'ai entendu des gens me juger, et me dire ouais mais si Poulain avait pas fait ci, avait pas fait ça. J'ai envie de leur dire mais prenez-la ma cape de super-héros, prenez-la ma cape de Superman, foutez le maillot euh, avec l'éducation que j'avais, avec le rapport que j'avais à l'argent, le rapport que j'avais aux femmes, le rapport que j'avais aussi à cette volonté de toujours vouloir sauver le monde, donc sauver mon rugby, donc sauver mes parents. Moi j'étais en mode sauveur, donc je me suis mis la pression, les blessures sont arrivées, la notoriété arrive aussi en même temps, l'argent aussi arrive en même temps. Bah, tu prends tout ça dans la tronche et puis on te juge pour ce que tu n'es pas, quoi. Les gens ne voient qu'un quart du tiers de la moitié de ce que tu es, ils ne voient que le haut de l'iceberg. Et donc c'est toujours un peu délicat enfin moi je parle de ce que je connais véritablement, ce ne sont que mes expériences, mais c'était une forme d'autodestruction, de ne pas mériter les choses, d'avoir l'impression de ne pas vouloir dépasser mon père, de ne pas vouloir tuer le père symboliquement. Il y a plein de raisons qui font que je me suis blessé, qui font qu'aujourd'hui je suis l'homme que je suis et qu'à l'époque je n'avais plus d'argent quand j'ai arrêté le rugby.
parce que tout a été très rapide pour moi et je suis de nature extravertie et j'étais au fond du bus à faire le con et voilà, et j'assume aujourd'hui. Mais moi, je le dis aux gens, je dis qui peut me juger aujourd'hui? Je vais aller très loin, mais au bout d'un moment, j'ai mis 10 ans, moi, à me reconstruire, à comprendre véritablement tous mes excès et tout ça. Je peux pas me permettre de juger les autres, mais que les gens ne se permettent pas de me juger, parce qu'ils ne vont me juger qu'avec le prisme de leurs valeurs, de l'image qu'ils se font du sportif de haut niveau, de l'image qu'ils se font aussi de l'argent, de la notoriété et de tous ces clichés. Donc c'est toujours un peu plus facile de mettre les gens dans des cases que de se regarder dans la glace. Moi, à l'époque, j'étais incapable de me regarder dans la glace. Est-ce que à cette époque, le club, tu dis ça reste encore le rugby pro est finalement assez jeune, mais est-ce que le club a une forme de responsabilité vis-à-vis de toutes ces questions? Est-ce qu'ils vous en parlent? Est-ce que vous êtes sensibilisés? Est-ce qu'ils en ont, ou est-ce qu'ils se détachent totalement de cette responsabilité et vous disent, après tout, tu fais bien ce que tu veux avec ton argent, c'est pas mon problème? Je pense qu'on y vient. Il y a le Proval, qui est le syndicat des joueurs de rugby, qui est là aussi pour conseiller les rugbyman. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pousse les rugbyman à se syndicaliser, parce que c'est important, parce qu'on a besoin aussi d'être soutenu hors du club. Le club, il a besoin d'avoir des joueurs performants à tous les niveaux. Et donc, je pense qu'il y a aussi des conseillers aujourd'hui au sein des clubs, parce que quand on se sent bien financièrement, quand on se sent cadré financièrement, psychologiquement et physiquement, on est bien plus performant. Donc je pense que ça, le club en a pris conscience. On parle d'un mec qui a joué entre 98 et 2005. Heureusement que le rugby a évolué, heureusement que l'accompagnement psychologique, mais encore, on en est vraiment aux prémices, est en train de se populariser dans le rugby et dans le monde du sport. Et heureusement qu'il y a un soutien aussi sur le plan financier pour pouvoir conseiller les sportifs, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont fait arnaquer ces 20 dernières années. Je suis pas le seul. On est nombreux justement à pas avoir su ou pu gérer notre argent comme on l'aurait voulu en sortant de notre carrière. Donc c'est aujourd'hui les clubs, oui, ont aussi cette responsabilité. Et moi, à l'époque, quand je parle de tout ça, quand je parle de ma carrière, le club se dédouane en disant que c'était de ma faute, parce que ce serait peut-être trop violent pour eux en fait de se dire ah peut-être qu'avec Poulain on a fait de la merde, peut-être qu'avec lui on a mal géré, voilà, ce qui est naturel et normal et ce qui peut arriver. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'est arrivé, j'ai pas entendu un mec s'excuser, que ce soit le président, que ce soit certains entraîneurs, sur leur part de responsabilité. Moi, j'ai la mienne. Mais j'avais 20 ans, j'étais excessif et j'avais ma part de responsabilité. Je ne me l'enlève pas, je ne m'en dédouane pas. Mais, à l'époque, je n'ai pas entendu, et encore aujourd'hui, je n'entends pas un mec responsable qui était responsable de moi me dire, ah ouais, peut-être qu'avec lui on a déconné. À part à part le mec qui m'a détecté à Beauvais, qui s'appelle Pierre Nassier, qui avait prévenu Bernard Laporte et qui lui avait dit, vous allez peut-être un peu trop vite avec lui. Ben, le mec, il a été viré le lendemain. Je caricature, mais il a été viré quelques mois plus tard. Donc, ce sont des sujets qui sont délicats, parce que tu as l'impression de cracher dans la soupe, ou les gens pensent que tu craches dans la soupe. Moi, personnellement, je vais bien aujourd'hui, mais le discours que j'ai aujourd'hui dans les clubs, c'est aussi pour que le club évite de faire les mêmes erreurs qu'ils ont faites avec moi, pour la génération qui est là. J'ai pas rebondi tout à l'heure, mais tu as parlé un certain nombre de fois d'arnaque. Ouais. Toi, tu en as été victime. Oui, j'utilise ce mot parce qu'on est toujours un peu victime d'une arnaque. Alors, faut pas s'enlever sa responsabilité. Effectivement, il y a probablement de la jeunesse, de la naïveté et tout plein de choses qui font que toi et d'autres sportifs, vous êtes victimes d'arnaque. Mais effectivement, quand on a de l'argent, qu'on est jeune et naïf, on est une proie, une proie parfaite pour les arnaqueurs. Là aussi, t'as les mecs qui arrivent en Porsche, qui se garent devant le resto où tu bouffes tous les midis et qui viennent te vendre en disant je peux peut-être faire investir dans tel endroit ou tel endroit. Bon, moi, ça m'est pas arrivé, mais je sais que c'est arrivé à des mecs très très connus qui se sont retrouvés sur la paille en sortant de leur carrière. Là, il y a pas très longtemps, hein. Donc bien sûr qu'on est des proies faciles parce que on a l'impression que dans cette toute puissance, on gère tout, qu'on sait tout, qu'on connaît tout. Mais en fait, on ne connaît rien. Et c'est vrai que voilà, on est des proies vulnérables. Et pourtant, on est invulnérable sur le terrain. Mais en dehors, bien sûr qu'on est vulnérable. On découvre la vie comme tout étudiant qui, du jour au lendemain, gagnerait au loto, quoi. Comment tu le vis? C'est ça le truc. Est-ce que les gens se posent la question à savoir comment ils vivraient à 20 ans, 25 ans, ou comment ils auraient pu vivre à 20 ans, 25 ans quand on leur filait 5, 10, 15, 20 000 par mois qui tombent et dire, bah voilà, tiens, vas-y, apprends à gérer ton oseille. Ben, bien sûr qu'il faut être conseillé et parfois tu tombes sur des connards, sur des arnaqueurs voilà, et c'est souvent des hommes. Donc, été 2005, tu as une première retraite, parce que tu referas une année, un contrat après
un peu plus tard de rugby, tu essaieras de revenir dans le rugby pro et ton corps te dira non, c'est définitivement pas possible. Mais donc, à l'été 2005, donc, ton contrat s'arrête avec le Stade français, tu te retrouves au chômage. Comme tu avais des revenus confortables, tu touches un chômage qui est relativement confortable. Tu touches 3 000 € par mois et puis du coup pendant 2 ans. Et j'ai extrait une citation du livre, tu dis « C'était assez pour vivre comme avant et c'était aussi assez pour péter les plombs ». Bah, comme je te disais, la transition pour un sportif en fin de carrière, elle est toujours délicate parce que, une fois de plus, qu'est-ce que tu fais de ton corps, tes émotions, de ton mental, de ta tête, comment tu vis aussi après carrière. Donc il y a cette espèce de soupape où tu passes de 8 000 à 3 000 € de chômage par mois. Donc c'est quand même une belle soupape. Cette transition, je dirais financière, ne m'a pas permis, je dirais, de me responsabiliser à 25 ans parce que ça a duré un an, j'ai pris des cours de théâtre et je touchais 3 000 € de chômage par mois, ce qui est absolument énorme. Dire que c'est mérité ou pas, les gens, je laisserai le soin aux gens, c'est à la mode aujourd'hui de juger de cette somme. Mais moi, ça m'a permis justement pendant 2 ans aussi de faire ma formation de comédien et puis après voilà, d'être dans le fantasme de me lancer d'ailleurs dans une carrière de comédien. Un an après d'ailleurs l'arrêt de ma carrière, je fais une pièce de théâtre avec Adjani où je prends 4 500 € par mois pour jouer 2 heures par soir, 4 soirs par semaine pendant 6 mois. Donc là aussi, je repars encore dans quelque chose d'assez extraordinaire financièrement parce que ça me tombe sur le coin de la tronche. Je joue le rôle d'un apprenti bourreau muet en 1100 en Écosse. J'ai le dernier rôle de cette pièce avec cette star géniale qui est Isabelle Adjani et ça dure 6 mois. Et après, je retombe. J'ai mes droits justement, mes droits d'artiste. Et je repars au Racing où là, Jackie Lorenzetti, le président du Racing, me refait confiance, même après 2 ans d'arrêt de carrière, et me dit, bah, écoute, je te file 5 000 € plus la voiture. Et la machine est relancée pour un an. Donc là, je repars encore dans un truc qui recule le moment, je dirais, de la responsabilisation, du bilan de fin de carrière, de qu'est-ce que je vais faire après ma vie, qui suis-je et tout ça. Donc, comme tu l'as dit, hein, de 98 à 2008, je fais Stade français, du théâtre, du cinéma, je repars au Racing très bien payé, et la machine s'arrête véritablement le 31 juin 2008, où là, à 28 ans, ou à bientôt 28 ans, ça va être un peu plus compliqué parce que je rentre en introspection et que 6 mois plus tard, je tombe au RSA à 400 € par mois. En fait, l'argent t'a maintenu dans un état, j'ai presque envie de dire, dans un état adolescent. Mais moi, la question que je pose à la plupart des gens, c'est à quel moment on devient adulte? Mais ça peut paraître très existentiel parce que l'argent aussi joue un rôle au milieu de tout ce bordel. C'est-à-dire que Ouais, ouais. une réussite humaine, c'est que tu sors de chez tes parents, tu fais des études, t'achètes un appart à crédit, t'as un boulot, t'as une femme et des enfants. Je suis dans le cliché de virilité masculin hétéro. Hein. Après, tu peux avoir un mec si t'es homo, tu fais ce que tu veux, c'est pas le problème. Mais en fait, t'es dans une espèce de machine d'inconscience où bah faut que j'achète un canapé, faut que j'achète l'appart, faut que j'achète le truc, faut que j'engrange de l'oseille, faut que j'engrange un prêt. Et en fait, c'est à 40 ans au moment où tu commences à faire un peu le bilan de ta vie où le burn-out arrive et que là tu commences vraiment à te regarder en face et à t'humaniser. Euh, c'est ce qu'on appelle de sortir de la toute-puissance de l'adolescent à rentrer dans l'adulte, je dirais, responsable, puissant. Quand je parle de responsabilité, c'est vraiment d'être incarné véritablement. Mais quand tu es sportif de haut niveau, tu es un ado dans un corps de grand jusqu'à 35 ans, quoi. Donc, et avec des moments de vie extraordinaires sur le plan émotionnel, mental, physique, que la plupart des gens ne vivent pas. Donc, t'as déjà une première vie en fait jusqu'à 35 ans, et il faut que te reconstruire dans une vie. Il faut te reconstruire dans une vie normale à partir de 34-35 ans. Et je parle du rugby, mais je parle pour tous les sports. La retraite arrive très rapidement. Pour la plupart des Hmm. gens, la retraite, elle arrive à 60 ans. Nous, elle arrive à 35 ans. Donc, le bilan que moi j'ai commencé à faire à 28 ans, l'un sportif normal le fait à 35 ans. C'est ce moment-là où qu'est-ce que je vais faire de ma vie et qui suis-je au milieu de tout ce bordel? Est-ce que l'argent a changé ta relation aux autres et comment ça l'a changé? Non. Non, 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 non. Pour moi, l'argent, ça a jamais été un objectif principal. Moi, c'est important aujourd'hui parce que j'ai 2 enfants, parce que ma femme, je dirais à la fois ne travaille pas, mais elle fait un énorme boulot avec mes enfants, me laissant la possibilité aujourd'hui enfin jusqu'à il y a 3 semaines avant le confinement, d'avoir des conférences, d'avoir le temps de faire mes conférences, de travailler le contenu de mes conférences. Donc
pour moi, c'est un objectif de vie aujourd'hui. C'est un de mes objectifs de vie, c'est de remplir mon frigo et que ma famille aille bien et que voilà, je cherche pas le confort, avoir la plus belle baraque, je m'en bats les reins. La réussite, je l'ai eu à 20 ans avec l'argent, la gloire, la notoriété. Aujourd'hui, c'est de remplir mon frigo et c'est ça mon objectif de vie. Donc je pense pas que l'argent m'ait fait tourner la tête. Par contre, j'ai très très bien vécu et je dis avec les voitures de sport et tous ces clichés de virilité à la con, j'ai très très bien vécu. Mais ça m'a pas fait changer foncièrement par rapport à mes potes et mes potes pourront me le dire et me le disent encore aujourd'hui. Je suis resté intègre, j'ai toujours été très généreux quand j'avais de l'argent et mes potes déjà m'en l'ont bien rendu quand eux en ont gagné quand j'en avais moins. Donc c'est vraiment j'ai un exemple avec Tahar Rahim que j'ai accueilli chez moi qui est un ami aujourd'hui. J'avais de l'argent à l'époque et voilà et on en a profité et aujourd'hui bah, il est ce qu'il est aujourd'hui et il m'a filé un coup de main. Donc, je pense qu'on attire à soi ce qu'on est. Si j'étais un connard, même par rapport à l'argent, ben, j'aurais attiré à des connards. Or, moi, mes potes, aujourd'hui, je peux les compter sur les doigts de mes deux mains et de mes deux pieds. Donc, l'argent au milieu a jamais gangréné mon rapport à l'autre et tant mieux. Et tant mieux. C'est peut-être l'éducation aussi que j'ai eue de mes parents, de pas péter plus haut que son cul et voilà, de se satisfaire de ce qu'on a. Ça t'a jamais rendu suffisant ou arrogant vis-à-vis Non, parce que vis-à-vis j'avais des gens? l'impression de ne pas le mériter, donc je l'ai redistribué. Non, 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 jamais de la vie à me dire, attends, mais moi je suis qui? Enfin, moi je suis un tel, je suis ci, je suis ça. Non, 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 j'ai eu ce rapport-là, mais pas par rapport à l'argent, c'est avec des supporters en fait qui m'insultaient de temps en temps, mais à Perpignan ou ailleurs, hein, en me disant t'es une pompe, t'es ci, t'es ça. Ouais, j'ai pu avoir des mots arrogants à dire, va te faire foutre, prends-le le short, vas-y, viens. Mais ouais, à 20 ans, j'ai eu des attitudes à la con, mais pas par rapport à l'argent. Je pense pas avoir pété plus haut que mon cul par rapport à ça. Après, j'ai roulé dans des belles bagnoles, donc ça, c'est l'image que les gens ont avec moi. Après, j'en sais rien. Et t'as souvent évoqué le fait que t'as donné de l'argent à tes proches. C'est quelque chose qui était visiblement assez naturel pour toi et sur lequel tu t'es vraiment pas posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tu referais exactement la même chose ou il y a beaucoup de sportifs, hein. Enfin, en fait, quand tu gagnes de l'argent, en général, t'es sollicité, pas forcément pour qu'on te prête de l'argent, j'imagine, mais tout simplement, on s'attend à ce que tu payes le resto, on s'attend à ce que tu payes les vacances, etc. Tu deviens un peu un porte-monnaie sur pattes. T'as eu t'as eu ou est-ce que toi, tu l'as pas vécu, mais tu l'as vu concrètement autour de toi, quoi? Ah, non. Non, parce que j'avais cette naïveté, et je suis content d'en avoir gardé encore un peu par rapport à l'argent aujourd'hui, et j'en fais pas, je mets pas l'argent sur un piédestal, donc moi, il était naturel en touchant 5, 6, 7, 8 de payer le resto à mon pote qui est étudiant à Montpellier, à ma meilleure amie, de payer des vacances, de payer des voilà de quand un pote a besoin d'un coup de main, mais même encore aujourd'hui et comme je le dis quand je parle d'amis aujourd'hui d'avoir autant d'amis que j'ai de doigts parce que je sais que si je suis en galère demain ils seront là comme moi j'ai été là à un moment donné donc j'ai jamais eu vraiment l'impression d'être un portefeuille sur pattes en tout cas avec ma famille mes amis et ma femme aujourd'hui je suis pas dans ce rapport-là par rapport à l'argent peut-être avec les gens de l'extérieur mais non, j'avais quand même un socle de fort d'amis et même famille aussi qui m'ont jamais vraiment fait ressentir cette émotion-là de me sentir redevable de devoir payer quoi que ce soit. Je le fais avec grand plaisir. Je me souviens qu'à chaque fois que je jouais à Jean-Bouin, le lendemain, je prenais ma bagnole de sport et j'allais en Picardie et j'offrais un bouquet à ma mère, alors que je l'avais vu la veille. Et pas un bouquet à 10 balles. Mais c'est comme ça. Et les photos attestent de ces très très bons souvenirs, des moments de retrouvailles aussi. Ben ouais, l'argent permet aussi de vivre des choses aussi hors de l'ordinaire où on peut se permettre de belles choses et de beaux cadeaux et tant mieux et j'étais content de le vivre. Et l'équilibre s'est fait quand je suis tombé RSA où j'ai vraiment pris conscience de la valeur de l'argent à ce moment-là. Mais ça n'a pas vraiment gangréné, je dirais, mes rapports humains avec d'autres personnes. On va reparler un petit peu parce qu'effectivement, donc le contrat s'arrête, tu au chômage, mais on peut pas appeler le chômage une descente aux enfers ou enfin voilà.
effectivement, il y a d'autres périodes de ta vie qui sont encore plus compliquées financièrement. Et avant qu'on arrive à ça, j'avais d'autres petites questions. Est-ce que vous parliez d'argent entre joueurs? Est-ce que c'était un sujet dont vous discutiez? Et surtout, j'imagine qu'entre jeunes, déjà les nanas, la déconne, la performance physique, c'était l'objet d'une compétition. Et est-ce que l'argent ou l'accumulation matérielle faisait l'objet d'une compétition aussi entre vous? Non, non, mais après c'était, je sais pas, Paris c'était quand même très très spécial au Stade Français parce que Paris, parce qu'on n'était pas le sport numéro un à Paris, donc en termes de notoriété, on était derrière les footballeurs, on nous reconnaissait dans le Marais, pas avec les calendriers, mais donc il n'y avait pas ce rapport je dirais du toujours plus. C'était plus toujours plus dans la déconne, mais pas du toujours plus par rapport à l'oseille, par rapport à la dépense, par rapport je sais pas, si c'est, on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire aussi à Paris. On a été envié par beaucoup de joueurs d'ailleurs, hein, parce que jouer à Paris et en plus gagner, et en plus avec Maggiozzini, patron d'énergie, voilà, qui révolutionnait un petit peu le rugby avec les pom-pom girls et tout ça. Enfin, il y avait un tout qui fait que les gens fantasmaient beaucoup de ce qu'on vivait. Or, on se levait le matin à 9 heures pour être à l'entraînement à 10 heures. À midi, on bouffait tous ensemble dans une brasserie qui n'était pas une brasserie de luxe. L'après-midi, on s'entraînait. Et puis voilà, on jouait devant 10 000 personnes le week-end à Jambouin ou ailleurs. Mais après, la vie, on n'était pas là à se comparer, à savoir qui avait le plus gros portefeuille ou quoi. Par contre, la compétition, elle existait sur le terrain à l'entraînement et en match. On la mettait là. Mais j'ai pas souvenir de... Enfin, on en rigolait, quoi. Moi, je me souviens de Franck Combat qui arrivait avec des potes avec des bottes en peau de python, avec des Santiago en peau de python. Et ça a dû lui coûter un bras et on en rigolait. Mais il y avait pas de, je dirais, de course, à Il l'armement, n'y avait pas de surenchère. la surenchère, elle était dans la déconne, en fait. Et Oui. c'est ça qui nous faisait gagner parce on était des connards, mais on était tous aussi connards en dehors du terrain que on était bons sur le terrain collectivement. Donc c'était très très fort. Mais il n'y avait pas cette surenchère d'argent. Après, il y en a qui brillaient plus que d'autres, mais on en rigolait. On se foutait de sa gueule ou voilà, mais c'était ça qui était bon, quoi. Et dès qu'on dépassait un peu les bornes, moi quand j'ai acheté mes bagnoles de sport, ma Crossfire, c'était une Chrysler, c'était un corbillard sur roue, quoi. C'était un truc que ça allait à 10 000. Mais ouais, j'en ai certains qui se sont foutus de ma gueule. Mais c'est le jeu. Tu rejoues un an au Racing et puis rapidement après ça, tu tombes au RSA. Alors c'est marrant, j'ai utilisé le mot tomber parce que c'est vrai que on, on dit souvent que c'est quand même un déclin social. Toi, tu as parlé de petite mort du sportif tout à l'heure, mais effectivement, tu touches le RSA alors, à partir de 2009. En plus, c'est une période où tu es aussi en dépression. Pas encore. Ah, ok. Ah ouais, ouais, mais alors c'est après non, non, parce que là je vais parler au présent. Peut-être qu'à l'époque je me sentais en dépression, mais je n'étais pas encore en dépression. Ah ouais, donc ça s'est empiré après le bouquin. Et effectivement, le livre en plus s'ouvre sur cette anecdote de avril 2010 où tu fais un vide-grenier pour vendre tes souvenirs, vendre tes fringues, vendre ta vie en fait pour pouvoir toucher 100, 150, 200 euros et compléter un peu tes maigres revenus parce que à l'époque, tes 400 euros de RSA te permettent pas de vivre, sachant que ta part du loyer de ton appartement, elle est équivalente ou un peu supérieure à ton RSA, quoi. Oui, là, comme je dis, l'argent a jamais été vraiment un grand problème pour moi. Parce que j'en ai pas fait un objectif principal. Donc j'ai pas eu l'impression d'avoir raté quelque chose ou d'être en dépression à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais vraiment en introspection. C'est-à-dire que quand j'arrête ma carrière en 2008, je tombe dans les livres comme beaucoup de sportives et sportifs peuvent tomber dans d'autres addictions comme l'alcool, la clope, le cul, la coke et voilà. Moi, c'était les bouquins. Donc je suis plus dans une forme d'introspection à déstructurer, j'ai à la fois le monde occidental et tous les rôles de super-héros qu'on m'a vendus depuis tout petit. Donc je suis pas encore en Mmh. dépression à ce moment-là. Et quand je tombe au RSA, j'ai la chance d'avoir un ami qui était mon banquier en fait à l'époque et qui était pas fan de moi, mais qui avait beaucoup de joueurs professionnels. Il s'occupait beaucoup de joueurs professionnels, donc
il m'a donné la possibilité d'avoir des découvertes de 10, 15, 20 000 euros. Donc là aussi, c'est un avantage. Mais c'était, enfin, je le dis encore, Hervé, c'est un ami aujourd'hui et je sais qu'il m'a permis aussi d'écrire le bouquin parce il m'a permis d'avoir des découvertes assez conséquents. Et c'est vrai que j'étais à 400 euros par mois, mais avec ces 400 euros, je me suis payé une formation j'ai fait des études de philosophie et psychologie grâce à ces 400 euros. Et j'ai un ami qui m'a d'ailleurs aidé à faire une formation de coach mental. Donc, je suis pas dans dire que j'ai vraiment été dans la galère financière, ça serait mentir parce que il y a un homme qui m'a aidé financièrement justement à m'en sortir. Donc, En tout cas, tu l'as pas ressenti comme tel, quoi. T'as senti que t'avais du soutien et que t'étais entouré. et puis il y a une volonté de s'en sortir par soi-même, quoi. Et puis il y a un moment où d'avoir la vulnérabilité, de dire j'ai besoin d'un coup de main. Mais là, je suis allé voir, voilà, un mec qui avait beaucoup d'argent et qui m'a tendu la main et qui m'a permis, grâce à cet argent, en fait, non pas d'avoir un certain standing financier, parce que j'étais au fond financièrement, on peut le dire, pas psychologiquement, mais financièrement, mais qui m'a permis d'écrire le bouquin, qui m'a permis de croire en mon objectif d'écrire le bouquin, de sortir le bouquin. Et cette transition, ça a été aussi une rencontre. Donc, tout ça aujourd'hui, je peux dire que ça a été enrichissant. À l'époque, ouais, j'ai eu des moments de vache maigre, mais j'ai toujours eu, je vais pas dire une bonne étoile, parce que 1 mètre de cicatrice sur la gueule, 6 opérations, une couille explosée, les épaules éclatées, tomber au RSA, euh, se faire plaquer au bout de 5 ans. Enfin, il y a beaucoup d'événements de dire voilà, j'ai une bonne étoile, très peu pour moi. Mais je vais pas dire que j'ai été dans la galère. D'ailleurs, j'ai travaillé au Resto du Cœur à cette époque-là où je pouvais en être bénéficiaire, mais j'ai vu la vraie galère à ce moment-là. J'ai vu la galère des gens qui à 13h30 venaient chercher leur litre de lait, venaient chercher leurs fruits et légumes. Je l'ai vu la galère. Moi, j'avais un appartement de 70 mètres carrés avec une carte vide, avec un découvert de 20 000 euros, mais euh, je me sentais pas au fond de la gamelle financièrement comme ces gens pouvaient. Là, tu prenais la misère en pleine gueule. Moi, ma misère, elle était psychologique. J'étais perdu dans un système que je crachais, que je recrachais. Mais financièrement, je peux pas dire que j'ai vécu la merde. Non, ce serait mentir et de passer pour Cosette, alors que non. J'ai vécu de la vache maigre au niveau psychologique, vraiment, mais pas au niveau financier. Et j'imagine qu'à cette époque-là, alors, je peux peut-être me tromper, mais c'est vrai que en lisant le livre, on ressent tellement de bienveillance de la part de tes parents. J'imagine qu'ils t'ont proposé de t'aider à ce moment-là. Tu as pris la main tendue ou c'était pas une option pour toi? Si, bien sûr. Enfin, mes parents, mes sœurs, et puis, je me suis bougé le cul. Hein. J'ai même fait une pub où je joue le rôle de Tarzan pour un truc dans l'environnement. Je me suis même fait un peu arnaquer, mais si, bien sûr que mes parents ont toujours été là et seront toujours là. Enfin, ma mère n'est plus là, mais elle a toujours été là et par sa bienveillance, elle est encore là. Et mon père est encore là. Et je sais que s'il y a encore une galère, il sera là comme il aura toujours été là, comme je serai là jusqu'à la fin de ma vie pour mes enfants. Donc ça, c'est acté. Et mes parents ont toujours été là psychologiquement et physiquement, même pendant ma carrière. Et j'ai accepté la main tendue de mon père et j'ai accepté aussi cette vulnérabilité de dire j'ai besoin d'aide aussi. Donc et ça, tu vois, je pense que ça fait partie de l'éducation et ce que je transmettrai aussi à mes enfants, cette générosité aussi de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Moi, on m'a tendu la main, j'ai tendu la main au moment où on devait me tendre la main, j'ai tendu la main aussi à des gens en travaillant au Resto du Cœur. Moi, ça me paraît normal et naturel. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était aveu de faiblesse que de dire que j'ai peut-être loupé quelque chose. Mais franchement, aujourd'hui, à 40 piges, franchement, j'ai réussi tellement de choses humainement que et grâce à eux, grâce à mes parents, grâce aux gens qui m'ont tendu la main. Parce que moi-même, j'avais tendu la main et je continue aujourd'hui à tendre la main. Donc ça, c'est aussi un effet vertueux et de prendre aussi, de tirer des leçons sur tout ce qui s'est passé. Et à cette époque-là, des gens m'ont soutenu, dont la femme avec qui je suis encore aujourd'hui. Donc c'est des rapports particuliers en tout cas à l'argent. Ouais. Alors du coup, là, écoute, le livre s'étant arrêté aux alentours de 2010-2011, Mhm. on s'est parlé, hein, je sais un peu ce qui s'est passé dans ta vie, mais concrètement, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé ces 10 dernières années Ouais. et comment tu as
vécu ou organisé ta reconversion professionnelle? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ta vie et comment tu vas? Ah, c'est gentil, merci. Et j'espère que tu vas bien aussi. Alors, ça va, ça va, ça va. Non, non, ben, le bouquin s'arrête le 16 août 2010, en fait, où je m'envole de chez mes parents j'ai l'impression d'avoir compris toute la vie. Ce qui est complètement faux. En fait, ça a été une espèce de fin fantasmée dans le bouquin parce que ce qui est écrit dans le bouquin, je l'ai vécu 7 ans plus tard et tu vas le comprendre. En gros, le bouquin sort en 2011 et entre 2008 et 2013, j'ai donc une histoire d'amour avec une jeune femme et comme je dis, je me suis plongé dans la philosophie, la psychologie, la psychanalyse et la mythologie pendant 5 ans. Le problème, c'est que je suis devenu con et dogmatique, donc je l'ai manipulé autant qu'elle m'a manipulé aussi parce qu'elle avait sa part de responsabilité dans tout ça. Et donc on est en 2011, le bouquin sort, je commence à faire des conférences pour remettre l'humain au centre des préoccupations managériales dans l'entreprise. Mm. Le problème, c'est que ça devient vite de la branlette philosophique parce que dans le paraître, j'ai le bon discours auprès des managers, auprès des dirigeants, auprès des managers, sauf que dans l'être au quotidien, je me comporte comme un connard avec ma femme. Donc le grand écart fait mal jusqu'au jour où en 2013, justement, cette jeune femme me plaque. Donc c'est à ce moment-là où en fait je rentre véritablement en dépression. Donc après avoir joué des rôles de héros pour mes parents, pour Julie, pour le rugby, et ben là il faut que j'apprenne à m'aimer moi-même. Donc je tombe, mais vraiment je tombe dans un puits où je peux plus m'accrocher ni à ma femme, ni à mes parents, ni à tout ça, parce que tout ça disparaît autour de moi. Et je fais un burn-out et je finis à l'HP de Clermont, à côté de Beauvais, le 28 décembre 2013. Et puis il y a cette espèce de renaissance qui arrive en 2014 où je décide de véritablement me regarder en face, de voir le connard que j'ai été, le héros que j'ai été, le mythologue, le spécialiste de philo. Enfin, tous les rôles en fait commencent à tomber les uns après les autres. Et puis j'ai décidé d'être véritablement incarné. Donc ça demande à se regarder dans le miroir, à accepter ses forces, à accepter ses failles, à accepter sa vulnérabilité, accepter déjà de pas chercher à vouloir sauver le monde, déjà de se sauver soi-même. Donc je me suis sauvé. J'ai reconquéri ma femme. On s'est pardonné le mal qu'elle m'avait fait et que je lui avais fait. Donc voilà, par de la bonne communication. Et puis je suis devenu père une première fois en 2016 avec Léo et et en 2019 avec Elliot, donc avec cette femme qui me suit depuis 12 ans. Donc on se supporte dans tous les sens du terme. Donc c'est plutôt cool, surtout dans cette phase de confinement aussi où là tu as les masques qui tombent un peu plus encore. Et professionnellement, écoute, je continue les conférences en entreprise et juste avant le confinement, je voulais monter sur scène parce que la veille de son départ, ma mère me dit, écoute, t'as le bon discours en entreprise, t'as une super philosophie de vie, mais c'est quoi ton rêve de gosse? Et moi, je lui ai dit, maman, je veux monter sur scène. Et le lendemain, en fait, elle ferme les yeux et elle s'envole et de ce jour-là, j'ai décidé que je monterais sur scène. Et il y a un mois, je trouve un sponsor pour faire Avignon 2020, donc pour faire le festival d'Avignon. Le sponsor veut bien me suivre et il s'avère qu'il y a 3 semaines, on tombe en confinement. Donc mon rêve de gosse de monter sur scène que j'ai promis à ma mère, où il y avait plein de symboliques en fait à l'intérieur, Avignon, en plus ma femme je l'ai rencontrée pas très loin d'Avignon, il y avait beaucoup de symboliques, se casse la gueule. Donc après 3 semaines là aussi je dirais pas de dépression, mais où j'étais complètement perdu parce qu'aujourd'hui il faut que je fasse bouffer ma famille, parce que la priorité des entreprises, ça ne sera pas de faire du team building ou du séminaire, donc mon métier de conférencier se casse un peu la gueule. Après ces 3 semaines très difficiles, il faut que je me révolutionne et il faut que je regarde plus loin que demain pour faire bouffer ma famille et aussi pour continuer, je dirais, à incarner les valeurs que je tente d'incarner depuis mon retour après cette petite mort en 2013. Donc là aussi, je suis sur mon chemin. C'est un voyage qui est un peu compliqué aujourd'hui, mais qui a le mérite d'exister. Et voilà, c'est de relativiser aussi ce qui nous arrive parce que j'ai un toit au-dessus de la tête, parce que le frigo est plein encore aujourd'hui, donc je relativise. Mais voilà, c'est depuis 2010, donc depuis la fin du bouquin, pour répondre à ta question, il s'est passé énormément de choses. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu réécris pas un deuxième bouquin? Je leur ai dit, déjà il faut vivre, avant de réécrire, il faut déjà le vivre. Et en fait, t'as lu quand j'étais Superman, sur scène, bientôt j'espère, il y aura quand j'étais Superman 2 qui raconteront les 39 années de vie qui m'ont amené à être l'homme que je suis, pas face à toi malheureusement, mais au micro et à te répondre tel que je suis aujourd'hui. Voilà. En fait, ce projet de monter sur scène, c'est ton deuxième livre. C'est juste que tu veux lui donner un autre format parce que c'est un rêve, parce que c'est une promesse que tu as fait à ta mère d'être fidèle à toi-même.
Mais finalement, c'est ça, quoi. C'est juste que ce sera pas sur un format livre, quoi. Exactement. Ce sera incarné une fois de plus. Trouver l'équilibre, et c'est un philosophe qui m'avait dit, un ami philosophe qui m'avait dit en 2007, qui m'avait dit, Raphaël, tu as été dans le paraître pendant 27 ans, va falloir que tu ailles découvrir l'être, qui tu es à l'intérieur, il faudra que tu trouves l'équilibre entre les deux, entre l'être et le paraître. Le paraître, c'est la persona, c'est les rôles sociaux qu'on joue pour ses parents, pour la société, pour le monde, introverti, extraverti, black, blanc, beurre, homo, hétéro, enfin c'est le rôle qu'on joue inconsciemment pour le monde. Et l'être, c'est qui on est véritablement à l'intérieur. Et grâce, je dirais, aux religions, grâce à la mythologie, grâce à la philosophie et à la psychologie, on peut apprendre à se connaître soi-même intérieurement. Et ce voyage, il est universel. C'est comment tu passes du bébé en mode enfant à apprendre à marcher, à devenir adolescent, à devenir adulte et à aller vers la fin de ta vie. Mais ce voyage, il est universel. Il est pour les 7 ou 8 milliards que l'on est. Sauf que la société ne nous apprend pas à penser par nous-mêmes. Elle n'apprend pas à nous connaître nous-mêmes. Moi, j'ai appris à me connaître. Et aujourd'hui, je trouve l'équilibre entre ce que je représente, donc le regard extérieur. Donc, si on parle de l'intime, c'est la famille, les enfants, ma femme, mes beaux-parents, mes parents. Et puis, tu ouvres ça vers les gens extérieurs, ceux qui te connaissent de moins en moins. Et ça, c'est le paraître. Et ma volonté, en tout cas mon objectif de vie, c'était d'être à la fois équilibré dans ce que je représente pour les gens et moi, foncièrement, qui je suis à l'intérieur. Et je commence à me trouver, c'est plutôt agréable. Parce que quand tu te connais toi-même, tu as moins envie de te remplir de l'extérieur, de matérialisme, de machin. Tu vois ta part de responsabilité dans le monde dans lequel tu vis. Et moi, mon objectif, il est là. Et en fait, la symbolique, c'était de monter sur scène et de me dire, ben voilà, je suis équilibré à la fois sur scène face à vous et aussi dans ma vie au quotidien avec ma femme, mes enfants, mes amis. Comme quoi, c'est possible de... Et ça s'appelle la confiance en soi. Dans ton métier de conférencier, du coup, que tu fais depuis quelques années, alors tu interviens en entreprise et dans des clubs. Ouais. Et c'est quoi ton message? Quel message tu portes? Quel type d'intervention tu proposes, en fait? En fait, le message, une fois de plus, ce que je viens de te dire, c'est le côté universel de toute vie. C'est que depuis tout petit, moi, on m'a pas appris à croire en moi depuis tout petit. Il fallait que je sois grand, il fallait que je sois fort, il fallait que je sois le premier. J'étais dans un cliché de virilité, de masculinité, dans lesquels beaucoup d'hommes et énormément d'hommes aujourd'hui sont enfermés. Donc ma volonté dans le monde du sport et en entreprise, c'est de raconter mon histoire, non pas de dire pensez comme moi, mais apprenez à penser par vous-même. Et il y a des outils pour ça. Et le plus grand outil, c'est un miroir, c'est de se regarder en face et de se dire ouais, peut-être que là je me suis comporté comme un connard ou comme une connasse, parce que pour les femmes aussi, c'est aussi de se révéler à soi-même aussi. Et quand on se sent bien avec soi-même, on se sent bien avec les autres. Donc dans le monde du sport comme dans le monde de l'entreprise, si je me sens bien avec moi, je me sens bien avec la personne à côté de moi. Ça s'appelle la confiance en soi et la confiance en l'autre. De là, tu peux passer à ce qu'on appelle les conflits productifs, c'est que tu as un point de vue que j'ai pas et un point de vue que tu n'as pas. Apprenons à nous écouter et à nous entendre véritablement pour trouver des solutions communes. Comme ça, on peut s'engager ensemble, on est co-responsable des situations dans lesquelles on se met et on peut atteindre des résultats forts. Mais ça passe par obligatoirement une remise en question individuelle de ce que l'on nous a vendu, de qui l'on est, de qui l'on veut devenir aussi. Et c'est tout ce que je raconte en fait à travers mon storytelling, à travers mes expériences. C'est d'arriver face aux gens et de dire si vous étiez des cons et des connes, je ne serais pas là. Et si j'étais un con, vous ne seriez pas là. Donc si on arrive à passer au-delà de nos peurs et au-delà de nos jugements, on se rend compte en fait qu'on est des belles personnes les uns avec les autres. Mais pour ça, il faut faire tomber les masques. Moi, je fais tomber mon masque face aux gens et après, c'est à eux de jouer. Est-ce que tu parles aisément d'argent? Oui. Quel est ton train de vie aujourd'hui? En quoi il a changé? Et est-ce que tu es à l'aise de dire combien tu gagnes? Aujourd'hui, j'ai ma conférence de la vente 4 000 euros. Négociable, bien sûr, hein, ça dépend du nombre de personnes. Donc, c'est souvent à la baisse et rarement à la hausse. Mais aujourd'hui, mon tarif en entreprise est de 4 000 euros. Après, je suis sur Eurosport, mais Eurosport va s'arrêter, en tout cas, est à l'arrêt aujourd'hui. En temps normal, on s'en sort, mais je roule pas du tout sur l'or. C'est-à-dire que je peux avoir 3 conférences pendant un mois et ne rien avoir pendant 2 mois. Donc, c'est compliqué, je dirais, financièrement depuis quelques années. Euh, Parce que je me suis aussi cherché professionnellement et j'avais besoin de cette intégrité à la fois dans ma vie au quotidien et dans mon travail. Donc ça, cet équilibre-là, je l'ai trouvé. Aujourd'hui, je suis à découvert de 4000 balles et ça va s'accumuler, à mon avis, dûment, je dirais. Euh, et je ne sais pas encore ce que je vais faire professionnellement et combien je vais gagner dans un mois, 2 mois ou 3 mois.
Ça, c'est très compliqué aujourd'hui pour moi de me projeter professionnellement parce que mon métier est en train de changer, à virer de bord. Tout a été annulé. J'avais 6 conférences qui ont été annulées, donc là, il n'y a plus du tout d'entrée d'argent. Et c'est le confinement qui amène à ce que beaucoup soient dans mon cas. Donc, c'est comment arriver à se révolutionner, comment arriver à trouver des solutions pour continuer ce métier de conférencier qui me plaît, pour monter sur scène, pour faire passer justement ces petits messages sympas. Et voilà, donc c'est toute ma réflexion du moment. Mais sinon, tant que mon frigo est plein et que mon loyer est payé, c'est cool. Et là, je pense que vu ce qui vient d'arriver, la claque que je suis en train de prendre dans la tronche, ma femme aussi, hein, on a envie de partir de Paris et d'avoir une qualité de vie un peu meilleure et un peu plus simple, je dirais. Donc, il y a un vrai questionnement existentiel et pas que au-delà de la budgétisation de notre quotidien qui va sacrément évoluer et changer. Donc, jusqu'à il y a pas longtemps, j'étais à 4000, 4005 par mois, je dirais, avec une conférence par mois plus Eurosport. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien et il va falloir réfléchir à l'avenir assez rapidement, intelligemment et de manière très très responsable, en tout cas plus responsable que ce que je faisais avant. Tu parles de budgétisation, tu parles de tout ce que le confinement te fait prendre presque comme décision, en fait. L'idée, c'est de te dire, en fait, parce que là, les auditeurs ne le savent pas, mais donc, d'habitude, tu habites à Paris, dans un appartement. Là, tu es confiné ailleurs, Ouais. dans un plus campagne, dans une maison, en plus, on a la chance d'avoir le soleil tous un petit peu en France en ce moment. Ouais. Et donc, finalement, tu te rends compte que ce que tu es en train de me dire, c'est que il y a une qualité de vie que tu découvres ou redécouvres, puisque tu es né, en fait, tu n'es pas né à Paris, hein, donc Mhm. que tu redécouvres et tu te rends compte que ça te convient. Et par rapport à l'argent, tu dis que tu vas probablement être amené à gérer autrement, à budgétiser autrement, à faire d'autres changements. Concrètement, quelles sont tes réflexions du moment par rapport à la gestion presque quotidienne et aux adaptations de ta vie que tu aimerais faire? Bah, j'ai pas investi dans la pierre ou voilà, allez, 1000 euros de prêt, un loyer de 800 euros aujourd'hui à Paris. On doit être à 2005 de frais fixes, hors frigo, hors remplissage de frigo et voilà, on se fait rarement des restos. Donc voilà, tout ça, euh, je dirais c'est la pression qu'on a, je dirais aujourd'hui en tout cas du moment. Maintenant, oui, je suis originaire de la campagne, ma femme aussi, et en fait cette réflexion, on se l'a fait depuis quelques mois maintenant. On se rend compte aussi que la qualité de vie aussi à Paris n'est pas celle qu'on souhaite pour nos enfants aussi, parce que déjà on n'a pas les moyens de vivre à Paris où c'est très très cher, la bouffe est très très chère. Et cette volonté aussi d'être connecté à la nature et d'avoir un petit bout de jardin et voilà. Et cette prise de conscience, elle n'a pas lieu aujourd'hui et maintenant parce que je suis chez mes beaux-parents dans une baraque plutôt sympa avec un bout de jardin. C'est que en fait, on sait que la campagne nous a beaucoup apporté ma femme et moi et qu'on veut une vie beaucoup plus simple en fait. Mais là aussi, il faudra aussi se détacher d'une forme de matérialisme, d'une forme de confort aussi, parce que au-delà, je dirais, de notre qualité de vie intrinsèque à ma femme et moi et nos enfants, c'est que ce qui est en train d'arriver, en fait, nous chamboule. En tout cas, moi, me chamboule énormément sur ma vie d'homme, sur ma responsabilité, sur la manière dont j'ai consommé, et puis la manière dont tout le système, je dirais, capitaliste se casse un peu la gueule, quoi, parce qu'on est beaucoup être dans la galère et dans la merde, et à se rendre compte en fait que les héros du quotidien sont pas obligatoirement les sportifs qui sont payés 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500 ou 1 million, mais plus les infirmières, les infirmiers, et quand tu as des gamins, ce sont aussi les institutrices, les instituteurs, parce que je peux dire que quand tu as tes gamins 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu te rends compte du boulot énorme que font les instituteurs et les institutrices, parce que ce sont eux aussi les héroïnes et les héros du quotidien. Voilà, donc voilà, il y a tout ça à revoir un peu, c'est toute ma réflexion du moment sur où on place nos priorités en fait dans nos vies, quoi. La santé, elle est essentielle, on est dans un système aussi où on a la chance de pouvoir être soigné, mais là, c'est en train de se casser la gueule. Donc voilà, je sais pas comment je gagnerai ma vie demain, je sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai besoin de cette réflexion au-delà du côté salaire, au-delà du côté financier, de voir ma part de responsabilité sociétale et individuelle dans tout ce qu'on est en train de vivre, quoi. Sans me flageller, sans me foutre une cape de héros, ou sans me foutre des rôles à la con. Il y a un moment où on est tous individuellement responsables de la merde dans laquelle on se retrouve collectivement, quoi. Et on balance tout sur les politiques, on balance tout sur les médias, mais c'est nous qui regardons la télé, c'est nous qui votons, et il y a un moment où il va falloir qu'on se bouge le cul. Donc moi, ma réflexion, elle est plus au-delà du côté salaire à comment je vais faire bouffer ma famille, à me dire, mais je veux pas la faire bouffer, je dirais, je veux pas continuer à les faire bouffer de la merde, en fait.
Et ça parle de qualité de vie, et ça parle de bouffe, et ça parle de tout ça. Enfin, au bout d'un moment, tout ça est lié, en fait. Donc, c'est une vraie réflexion de fond que je me fais aujourd'hui. J'ai envie de te poser une petite question, après on passera aux questions de la fin. C'est presque une curiosité, mais c'est un sujet que j'ai envie d'explorer un peu plus. Tu parles facilement d'argent avec ta femme, c'est un sujet, l'argent dans le couple, parce que je sais que pour beaucoup de mes auditeurs, c'est un vrai sujet. Est-ce que toi, c'est un sujet que tu abordes assez facilement ou pas? Oui, on l'aborde. Après, il y a la culpabilité pour ma femme de ne pas travailler. Et c'est pour ça que moi, je lui rends hommage. Et je lui dis de temps en temps, parce qu'elle fait un énorme boulot avec mes enfants, quoi. Elle fait un énorme boulot que moi, je ne pourrais pas faire. Et elle a fait un énorme boulot ces 4 dernières années, quoi. Et ça, c'est essentiel de le mettre en avant, parce qu'elle n'est pas femme au foyer. En plus, elle a un rêve voilà, elle est styliste et elle doit faire sa 2e année de formation. Donc, tout ça a un coût. Et mes objectifs aussi aujourd'hui, c'est aussi de remplir, avoir assez d'argent pour qu'elle puisse finir sa formation et qu'elle puisse lancer son truc. Donc, de son côté, c'est cette culpabilité aussi de parfois dépenser pour acheter des fringues pour nos enfants, pour acheter à bouffer, et elle se presque se justifie parfois d'acheter. Et en fait, elle n'a sûrement pas à justifier. Enfin, il y a ce rapport-là où quand l'homme va chercher l'argent à l'extérieur, la femme serait moins que l'homme. Ben non, non, non. Justement, c'est aussi dans notre capacité à se dire les choses qu'on peut avancer. Et j'ai cette chance d'être accompagné par une femme qui cherche aussi à évoluer et qui voilà qui se remet aussi en question, et même ce rapport qu'on a à l'argent, on se voilà on sait qu'on est privilégié parce que on a le frigo plein et parce qu'on a un toit sur la tête, mais voilà on sait que on a, je sais pas, enfin c'est une espèce de quête qu'on a aussi ensemble, à avoir moins et une meilleure qualité de vie. Donc enlever cette culpabilité par rapport aussi à l'argent, parce que l'argent est un épiphénomène. C'est qu'est-ce qui se cache derrière la quête d'argent, ou qu'est-ce qui se cache derrière notre rapport à l'argent? C'est le manque de confiance? Est-ce que c'est le manque de reconnaissance? Il y a tout ça derrière aussi, quoi. Donc voilà, essayer d'avoir assez d'argent pour que les gamins soient fringués, qu'elle elle puisse vivre aussi de ses rêves, parce qu'elle a, je pense, un véritable univers, et qu'elle a une vraie volonté de créer. Et puis ben, moi aussi de continuer à faire aussi ce que j'aime. Et en fait, j'aime parler, donc je pense que ça va durer. Alors en fait, si j'ai voulu faire cette interview avec toi et te recevoir dans le podcast, et encore une fois, merci pour toute ta transparence, c'est parce que dans la société, on nous propose un peu de modèles de richesse. Il y a la voie du bon père de famille, celui qui économe, qui épargne, qui place toute sa vie et qui va pouvoir du coup vivre une retraite relativement paisible. Et puis il y a la voie rapide du succès, de la chance, de la fulgurance un petit peu, et c'est la voie que tout le monde rêve de prendre. Et l'idée de te recevoir, c'était un peu de dire que il y a ce qu'on projette sur ce rêve, et il y a ce qu'il y a vraiment derrière. Donc là, c'est ton histoire. Il y a quasiment autant d'histoires que de... Enfin, il y a autant d'histoires qu'il y a de sportifs. Mais je trouve que c'était intéressant de pouvoir mettre en lumière que il y a un homme, il y a une femme derrière un sportif, derrière l'image qu'on projette, derrière la facilité avec laquelle on juge. Et c'était important de pouvoir un peu essayer de comprendre aussi ce qui se joue, et pas qu'un niveau financier sur la carrière d'un sportif. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'à tous ces jeunes et moins jeunes qui rêvent de ça, qui rêvent de cette fulgurance, qui rêvent de gagner de l'argent rapidement et facilement. Toi, tu l'as vécu. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme conseil ou de leur poser comme question pour les faire réfléchir? Déjà, les conseils, moi, j'aime pas qu'on me donne des conseils, donc j'aurais aucun conseil à donner. Bien entendu, je supportais pas, et encore aujourd'hui, de me dire, enfin, on me dit pas ce que j'ai à faire ou quoi. Enfin, je suis difficilement dirigeable, on va dire. Euh, mais pas d'avis, plus un partage d'expérience qui amène à se dire, bon, en fait, oui, c'était beau à 20 ans de vivre tout ça, c'était absolument magique, mais que il y a un moment, il faut devenir adulte, et devenir adulte et devenir un héros adulte, je dirais, c'est de respecter sa femme, c'est de respecter ses gosses, c'est de respecter la société dans laquelle on vit, c'est de trouver sa place dans cette société, c'est de donner et de pas attendre de recevoir pour donner. Alors tout ça sont des mots, mais je pense vraiment qu'ils peuvent être incarnés, et arrêter de croire que l'argent, la gloire et la notoriété nous rendra heureux. Parce qu'en fait, on a confondu plaisir et bonheur.
Le plaisir, ça s'achète, le bonheur, ça se conquiert, je dirais. Et ça se conquiert pas à l'extérieur dans une quête d'enjoliveur plus beau que celui qui est à l'autre à côté, ou la plus belle femme, ou là tout ça. En fait, là, on objectalise justement les choses parce que le bonheur vient se chercher à l'intérieur, dans la confiance en soi, dans cette capacité de se remettre en question, d'accepter ses failles, et puis de se construire avec ce qu'on appelle l'empathie, la capacité de se mettre à la place des autres, et puis d'accepter parfois la tristesse, d'accepter la remise en question. Et cette quête, en fait, elle est beaucoup plus intense et beaucoup plus intéressante que celui qui va marquer 10 buts, que celui qui va gagner 20 000, 30 000, 50 000 ou 100 000. On a mis le bonheur à travers ça, c'est complètement faux, et ça, c'est de la branlette matérialiste. Le vrai bonheur, il est dans notre capacité à se tourner les uns vers les autres et à se tendre la main. Et on est en train de le vivre, là. Je pense que Et le ma- toi, toi, tu te sens plus, tu te sens plus heureux aujourd'hui que tu ne l'étais à cette période-là? Mais c'est complètement différent. J'étais un ado à 20 ans, je me sens un homme aujourd'hui à 40. Donc, toutes ces expériences de chute, de rebondissement m'ont fait l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, je vais pas regretter de les avoir vécu à ce moment-là. C'était beau, c'était chouette, c'était fort, c'était intense, mais ça a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Et les cicatrices, elles sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, il faut qu'on s'aide les uns les autres à cicatriser et avoir un axe un peu plus universel où on est dans le soutien des uns des autres. Et j'étais un individualiste, jaloux, protectionniste quand j'étais jeune aussi, parce que tout n'a pas été rose, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de m'ouvrir et j'ai beaucoup moins peur que quand j'avais 20 ans, quoi. Et je suis beaucoup plus conscient que quand j'avais 20 ans. Mais c'est par le partage, par l'échange, par l'écoute qu'on va réussir à construire autre chose que la merde dans laquelle on est aussi aujourd'hui. Donc là aussi, je pense que c'est important de se désolidariser un peu de son ego, parce que là on a beaucoup parlé de moi, mais de se désolidariser pour pouvoir vivre ensemble de manière un peu plus responsable. Je le pense vraiment, quoi. Et notre évolution, elle se fait à l'intérieur. Faut pas croire qu'il y a je dirais un politique ou un billet de banque ou un média ou une religion qui va nous sauver. C'est à nous de nous sauver les uns avec les autres. Dans l'échange, dans le partage, comme tu le fais, et tu me donnes la parole aujourd'hui, je t'en remercie, mais c'est dans l'échange, dans le partage qu'on peut voir que, ah ouais, peut-être que le bonheur, il est pas là où on croit. La question que je pose à tous mes invités, c'est quoi pour toi être riche? Et ça a probablement encore plus de sens pour toi parce que tu as connu un peu tout dans ta vie. Mais Hein. aujourd'hui, comment tu définirais la richesse? Bah, avec ce qu'on vit, alors, c'est hyper dur parce que moi, je me rends compte justement que, ah ouais, ça doit être génial d'avoir du temps avec ces gamins. C'est super, hein, mais ça bouleverse complètement notre notion au temps et notre notion à beaucoup de choses, quoi. Donc, c'est compliqué de se dire que qu'est-ce que c'est être riche aujourd'hui. C'est marrant parce que tu me poses la question, ma femme vient juste de rentrer dans la pièce. Et c'est quoi être riche aujourd'hui? Je sais pas, en fait, je pensais que le temps c'était de la richesse, mais moi je suis aujourd'hui avec confiné avec femme et enfant. Ouais, c'est une richesse quand tu l'as un peu organisé. Et puis le bonheur, ça s'acquiert, quoi. Faut arrêter de croire que le bonheur, tu l'as une fois de plus dans un univers de bagnole, dans du matérialisme, même si ça aide peut-être un peu, mais non, je pense que je vis, moi en tout cas personnellement aujourd'hui, un vrai bouleversement individuel et ça recadre un peu mes priorités, quoi. Donc j'ai pas de réponse, en tout cas de définition de ce que peut être la richesse, mais aujourd'hui, en tout cas, on vit un vrai bouleversement. Qu'est-ce que la richesse? Je pose la question aux auditrices et aux auditeurs, hein. Qu'est-ce que votre richesse, en fait? Est-ce que c'est le temps qu'on a? Est-ce que c'est se désolidariser de croire qu'il faut absolument laisser une bagnole, un appart à nos gamins, ou leur laisser aussi du temps de s'épanouir et de prendre du temps avec eux? Prendre du temps aussi pour soi, pour se connaître, elle est peut-être là la richesse, quoi. Et arrêter de penser qu'avec nos couilles et nos cœurs, pour nous les hommes, la richesse, c'est aussi de laisser la place aussi à nos femmes aussi à nos côtés et de prendre notre place à côté de la leur. Donc ça passe par une fois de plus de l'échange, du savoir, de la connaissance, de la conscience. Elle est là la richesse, quoi. C'est tout ce qui n'est peut-être pas matériel en fait. Bien, je prends cette réponse. Très Je bien. prends cette réponse. Et avant de te laisser partir, je sais qu'il y a des livres, je sais qu'il y a des lectures qui ont changé ta vie et j'avais envie que tu puisses les partager avec les auditeurs s'ils ont envie aussi de se prendre une claque et de réfléchir un petit peu parce que c'est vrai que dans ce podcast, on parle argent et bizarrement, on parle beaucoup de soi et on réfléchit beaucoup sur sa vie, sur le sens de beaucoup de choses. Et je sais que tu as des lectures à recommander, donc je te laisse. Je te laisse les partager. Bah, et déjà, il y a mon livre. Non, je déconne. Non, non, parce qu'avant d'écrire mon livre, en fait, comme je dis, je suis tombé dans la philo, la psycho et tous ces bouquins de développement personnel. Donc,
Il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est le guerrier pacifique de Dan Millman, qui est absolument génial. Ensuite, il y a Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell, qui a inspiré beaucoup de films aux États-Unis, et qui est absolument génial sur ce voyage initiatique qu'on vit tous et toutes. Il y a Dans le cœur des hommes aussi de Éphèse. Il y a le premier bouquin de philosophie que j'ai lu en 2007 qui s'appelle Apprendre à vivre de Luc Ferry, dans les 5 grands mouvements philosophiques. Euh, il y en a, en fait, j'ai une bibliothèque remplie de bouquins aussi de développement personnel, mais j'aime beaucoup Pierre Rabhi. Je suis dans cette démarche, en tout cas, dans cette réflexion de responsabilité, de confiance. Frédéric Lenoir, bien sûr, c'est aussi de la spiritualité, de la belle spiritualité pour déstructurer un peu nos religions et essayer de comprendre un peu les messages codés qu'il y a derrière. Il y en a tellement. Il y a Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Alors c'est en 3 tomes, le mec s'est posé à la table et a pris un stylo et une feuille et le mec il a écrit 3 bouquins sur une conversation qu'il a eue avec Dieu et c'est absolument magique. C'est toute la symbolique qu'on met derrière ce moment où quand t'es sportif on appelle ça le flow, c'est le corps, les émotions et sont à leur place, tout est à leur place et ça coule. Et dans la créativité, c'est comme ça que j'ai écrit le bouquin et c'est comme ça que je veux être sur scène. C'est le moment où tu te poses pas de questions et tu crées quoi. Et ces bouquins-là m'ont permis de toucher à la créativité justement. Donc aujourd'hui, je suis peut-être un petit peu moins en réaction et un peu plus en création grâce à ces livres. Donc ouais, je vous les conseille. Parfait, Raphaël. Bah écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Je voulais te remercier. Merci à toi. Je voulais te remercier parce que ton témoignage est rare. Dans des anciens sportifs, dans ton métier qui acceptent de faire tomber le masque, de parler l'envers du décor et surtout sur un sujet aussi tabou que l'argent, c'est vraiment rare. Je pense que ça va éclairer, beaucoup intéresser les auditeurs. Donc voilà, je voulais vraiment te remercier d'avoir joué le jeu à fond. Les baies de rien, et c'était un vrai plaisir. On a réussi, même à 800 km l'un de l'autre, à partager un moment vraiment sympa. Merci de donner la parole justement et en avant l'aventure. Comme je le dis, hein, il y a des Merlins enchanteurs. Moi, j'ai rencontré des femmes et des hommes qui m'ont permis de devenir ce que je suis. Je pensais être quelqu'un de bien, donc ma volonté, c'est d'éveiller tous les gens qui écoutent ce podcast. Et dans mon boulot futur, justement, d'éveiller aux gens à se dire, vous êtes aussi des belles personnes, mais le bonheur s'acquiert par des prises de conscience et il est à l'intérieur et c'est dans le partage. Donc, merci à toi de m'avoir donné la parole et je suis peut-être devenu un Merlin enchanteur pour quelques-uns et quelques-unes de tes auditrices et auditeurs. Voilà, c'est cool, je suis content, j'ai la banane, c'est cool. Je l'espère. Écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon confinement en famille et puis qu'il se termine le plus vite possible pour que tu puisses à nouveau donner vie à tous tes projets. C'est très gentil. Merci beaucoup, Delphine. Vraiment très sympa. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Salut. Très heureuse que vous soyez arrivés jusque-là. Est-ce que vous avez pris des notes pendant l'écoute ? Prendre des notes permet souvent de mieux mémoriser les points clés et d'ancrer les bons messages, les messages les plus percutants pour son propre bénéfice. Alors qu'avez-vous retenu de cet épisode ? Qu'est-ce qui vous inspire dans le témoignage de Raphaël ? N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en m'écrivant à delphine@budget-chéri.com. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas également à laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est une bonne façon de faire connaître le podcast à un maximum de gens. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Ciao, bye bye!